bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand moment parce que nous entamons la deuxième journée de nos travaux, de ces 4e rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer. Hier a été très objectivement une très grande journée, cette matinée le sera aussi. Je me permets de vous rappeler quelques points logistiques. L'intégralité des débats cette matinée auront lieu ici, dans cette salle. Et pour ceux qui ont pu s'inscrire cet après-midi, la diffusion du film d'Antoine Vitkin consacré à Vladimir Poutine aura lieu à l'Hôtel de Ville, à quelques centaines de mètres d'ici, ainsi que le concert de violon donné par Anne Gravouin. Voilà, ce sera cet après-midi aussi, donc à l'Hôtel de Ville. Voilà. Mais les débats se tiennent ce matin ici jusqu'à 12h30. J'aurai le plaisir dans un instant de présenter très rapidement, parce qu'on ne le présente pas et c'est pas une formule de politesse, Régis Debray. J'aurai également le privilège d'animer la première des 2 tables rondes de cette matinée consacrée au Moyen-Orient. Et mon ami Alexis Lacroix animera lui la 2e et dernière table ronde du jour et de ce colloque consacré à l'Europe. L'Europe mourra-t-elle de ses frontières? Donc on est toujours sur cette thématique extrêmement à la fois intéressante et puis brûlante. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous serez peut-être étonnés et agréablement surpris de constater la présence dès maintenant de Régis Debray. Régis Debray a tenu, et à juste titre, à intervenir en début de matinée pour répondre, sinon répliquer à un certain nombre de choses qui ont été dites par l'autre grand témoin, celui qui a assuré la leçon inaugurale de ce colloque hier, à savoir Bertrand Badi, et c'est fort bien. Et donc merci beaucoup aux panélistes des 2 tables rondes d'avoir accepté de reporter un tout petit peu leurs propos. Je rappelle également, mais vous le savez, enfin, toujours mieux en le disant, que notre partenaire, ce sont les PUF, les Presses universitaires de France, et je salue encore Monique Labrune pour sa confiance, qui est là, qui est présente chaque année, du début à la fin du colloque, la Paris School of Business, Sciences Po Paris, naturellement, l'Institut français de géopolitique, le mensuel L'Histoire et le trimestriel Hérodote. Hérodote, dont la directrice, Béatrice Gibelin, devait intervenir tout à l'heure dans la table ronde consacrée à l'Europe. Elle s'excuse platement, si je peux me permettre l'expression, elle s'est fait un limbago. J'ai pas fait exprès, c'est pas mal ce que je viens de dire. Là par contre on va pas le garder ça, l'enregistrement, merci. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous. Je cède immédiatement la parole à Régis Debray, c'est lui qu'on est venu écouter ce matin. Je ne vais pas lui faire l'insulte de le présenter. Moi je le présente simplement comme philosophe. Alors dans ma bouche, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour moi le philosophe c'est celui qui m'apprend des choses, mais surtout, beaucoup de gens peuvent vous apprendre des choses, mais surtout c'est celui qui me fait douter. Et le doute le doute socratique est d'un précieux, peut-être surtout dans nos sociétés actuelles, que je le prends à chaque fois comme un cadeau, même si, par ailleurs, je peux être en désaccord avec un philosophe lorsqu'il intervient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'enrichit, il m'élève. Et Régis Debray, je le lis depuis très longtemps. J'avais commencé à lire, concomitamment d'ailleurs, ne m'envoyez pas, cher maître, à Bertrand Badi. J'étais en géopolitique, alors ça faisait sens quand même. Et j'avais lu un ouvrage qui s'intitulait « Vive la République » de Régis Debray, publié, si ma mémoire est bonne, pardon si elle ne l'est pas, en 89. Mais, je pense que c'était très lié, bien évidemment, au bicentenaire. J'avais lu, naturellement, Révolution dans la Révolution, et beaucoup plus récemment un certain nombre d'ouvrages que je vous recommande, notamment L'éloge des frontières, paru récemment chez Gallimard, que la petite marchande de prose présente ici, que je salue et que je remercie, n'a pas, mais pour une très très bonne raison, c'est qu'il est épuisé. Et l'éditeur a dit, écoutez, nous sommes épuisés, d'abord par le travail de Régis Debray, on est fatigués, et le bouquin aussi. Donc vous ne l'aurez pas ici, mais pour une très très bonne raison. Donc vautrez-vous, peut-être pas sur Amazon, vautrez-vous chez un libraire dès que vous en aurez l'occasion, parce que c'est un livre très incisif, au bon sens du terme, et je pense qu'il enrichira votre réflexion, moi j'ai lu, sur les débats et suite aux débats qui auront eu lieu lors de ce colloque. Voilà, merci beaucoup encore de votre amitié, de votre fidélité. Régis Debray, je vous cède la parole. Eh bien, Frédéric, je sais que vous êtes un peu fatigué des remerciements qu'on vous assène depuis hier, mais je vais tout de même vous donner les miens, ainsi qu'à monsieur le maire, qui est peut-être moins fatigué de ces remerciements, mais qui les mérite amplement.
Alors, je vous remercie pour une raison très précise, c'est que vous m'avez permis de parler ce matin dans l'idée que j'aurais pu répondre et nous aurions pu converser avec Bertrand Badi, qui est un vieil ami, car je n'étais pas du tout d'accord avec son exposé. J'aurais aimé pouvoir avoir un échange. Et puis ensuite, il m'a semblé que c'était à vous de conclure ce colloque, car, comme disait Proudhon, la synthèse est toujours gouvernementale, et vous avez gouverné ce colloque fort bien, donc c'est à vous, tout à l'heure, de conclure. Moi, je voudrais me faire, effectivement, dans la ligne de cet éloge des frontières, terme un peu provoquant, je voudrais me faire l'avocat du diable aujourd'hui, parce que c'est le matin, vous êtes réveillé, vous n'avez pas encore le temps de vous scandaliser, mais je vais faire l'apologie de la frontière, pour parler vite, en tout cas la réhabiliter, n'est-ce pas? Dans l'idée que la question de savoir, ce n'est pas si c'est bien ou si c'est mal, la question n'est pas de savoir si on l'aime ou si on l'aime pas, la question est de savoir ce qui est ou ce qui n'est pas. Or, en l'occurrence, la question est de savoir pourquoi 26 000 kilomètres de frontières ont été tracés depuis 30 ans. La question est de savoir pourquoi il y a à l'ONU 195 ou 198 États alors qu'il y en avait lors de sa fondation 45. La question est de savoir pourquoi la planète est l'objet, la proie d'une formidable vague de défédération, d'inflammation frontalière, d'exacerbation identitaire, autrement dit, pourquoi ça se fragmente de tous côtés. En dépit de cette vogue du vague, de l'indifférencié, de l'homogène, du lisse, etc., qui fait l'idéologie d'aujourd'hui. D'abord, pas de jugement de valeur. Commençons par rappeler que le dieu de la frontière en grec s'appelle Hermès. Et Hermès, c'est à la fois le dieu du commerce et des bornes frontières. C'est à la fois le dieu des limites et des relations humaines. C'est à la fois, disons, l'homme des messages et l'homme des contrebandiers. C'est-à-dire, c'est le plus moderne des dieux grecs. Rappelez-vous les textes de Michel Serres intitulés Hermès. Même ambiguïté en latin avec Janus, Janus qui est à la fois le gardien des portes et celui qui aménage les passages. Mais excusez-moi de faire un peu d'étymologie, mais effectivement, limès aussi, la frontière en latin, c'est à la fois le chemin et la limite. De même que son paronyme limen, qui est à la fois L-I-M-E-N, qui est à la fois le seuil et la barrière. Et je ne parle pas de l'hymen, H-Y-M-E-N, qui est à la fois le mariage et la membrane. Je suis désolé. Donc, vous voyez l'ambiguïté constitutive de la frontière. Il y en a pour Pierre qui rit et il y en a pour Pierre qui pleure. Disons qu'on peut d'emblée l'envisager comme un mal nécessaire ou comme un bien dangereux. Et j'aimerais à cet égard citer un très joli mot de Jacques de Bourbon-Busset. « Les rives sont la chance du fleuve parce qu'elles l'empêchent de devenir un marécage. » Positivité des rives. Bon, alors, ce que j'aurais voulu dire à mon ami Badi, c'est une série de petites remarques. La première, d'abord, un éclaircissement. J'ai entendu qu'on confondait aujourd'hui, qu'on mettait sur le même plan la frontière et le mur. Mais excusez-moi, la frontière, c'est l'antithèse du mur. La frontière n'est pas ce qui interdit de passer, c'est ce qui permet de réguler le passage. La frontière permet l'échange. Le mur est un dos à dos, la frontière est un vis-à-vis. Rien à voir. Une frontière hermétiquement fermée n'est plus une frontière. Une frontière est une interface, comme l'est d'ailleurs notre peau, autre frontière qui filtre et qui respire. Donc, la frontière, par définition, elle a des pores. Sa définition, c'est d'être poreuse.
Ce n'est pas du tout une atténuation, c'est une définition. Autrement dit, la frontière est une marque de respect de l'autre. Alors, on a également évoqué, notre ami Bertrand a évoqué la frontière comme une sorte d'imposition, de restriction, d'oppression. Non, la frontière est une libération. Elle rend égales des puissances inégales. Je dirais que c'est le bouclier du faible. Le prédateur déteste, mais les proies aiment bien avoir une frontière. De même que le mépris de l'argent est le propre des gens très riches, le mépris de la frontière est le propre des gens très puissants, c'est-à-dire des empires, qui n'aiment pas la frontière parce qu'ils veulent être partout chez eux. Ils n'admettent pas d'autres. Et donc, la frontière, c'est ce qui, je dirais, rétablit l'équilibre. C'est peut-être une absurdité, la frontière, mais je dirais que ça protège d'abord des fatwas. Les fatwas sont applicables partout, mais également des prophètes, des papes et de toutes les puissances qui prétendent s'extralimiter et imposer leur domination. Donc, c'est d'ailleurs dans un territoire au Moyen-Orient où un notable palestinien désignant le mur m'avait dit « on aimerait bien une frontière ». Là, j'ai découvert que, effectivement, la vision sur place de la frontière n'est pas du tout celle que nous les sans-frontiéristes, avons. La frontière comme stigmate de temps horribles, de guerre, de déchirement qu'il s'agit d'effacer. Non, il y a des gens qui en ont besoin, précisément parce qu'ils sont faibles. Parce que la frontière, c'est la reconnaissance de l'autre. La frontière, c'est admettre que l'autre est un autre et qu'il faut parler avec lui, donc échanger à travers une frontière. Donc je dirais que la frontière, traditionnellement, c'est la marque du royaume contre l'empire. C'est pourquoi la France est si bien spécialiste des frontières. Comme vous savez, ceux qui ont tracé les Français ont une expertise particulière dans la géographie des frontières pour le bien et pour le mal, Sykes-Picot, Versailles, etc. En tout cas, ça, c'est le premier point, la frontière, bouclier du faible. Troisièmement, on a parlé de la frontière comme d'une malheureuse émergence qui serait venue tardivement distribuer les territoires. Non, la frontière est un principe de cohésion et de cohérence. Je dirais que c'est un invariant de l'ordre humain. Là où il y a un ordre, c'est-à-dire une organisation, c'est-à-dire une civilisation, il y a des frontières, en sorte qu'il n'a pas fallu attendre le traité de Verdun ou le traité de Westphalie pour qu'il y ait des frontières. Il n'a pas fallu attendre parce que Dieu, d'abord, a commencé par faire des frontières. Si vous lisez la Genèse, création du monde, avant, il y a le tohu-bohu, hein, vous vous souvenez de ce mot. Puis, le Dieu créateur du ciel et de la terre, première journée commence par séparer la lumière des ténèbres. Deuxième journée commence par séparer les eaux supérieures des eaux inférieures. Troisième journée, il commence par créer un continent en le séparant des eaux. Conclusion, Dieu trouva tout cela très bon. Donc Dieu commence par faire des frontières. Il établit des frontières entre des éléments fondamentaux. Autrement dit, Dieu éprouve le fait qu'on ne peut pas inclure sans exclure, on ne peut pas créer un continent sans le séparer de ce qui l'entoure, notamment des eaux. Voilà, bref. Donc, c'est intéressant, la première expérience de Dieu, parce qu'elle nous donne un certain éclairage sur ce qu'est la constitution, je dirais, simplement d'une existence, d'une consistance. Et parlons de consistance, alors, troisième motif, nous sommes des latins. Et les latins, ce sont des gens obsédés par les frontières. Rome est au centre du monde et définit immédiatement une périphérie. C'est la tradition. Rome, comment ça s'est créé, Rome? Ça s'est créé par Romulus qui crée le pomerium, c'est-à-dire qui trace un sillon qui entoure la ville.
n'est-ce pas, ab urbe condita, depuis la fondation de la ville. La constitution de Rome, c'est une série de circonscriptions qu'on ne peut violer sans sacrilège, et c'est pourquoi Romulus tue son frère qui a sauté par-dessus la frontière. Mais de toute façon, la notion de régulier, d'ordonné, de défini, de codifié, c'est ce qui fait de Rome la capitale du droit. Qu'est-ce que c'est que d'instituer des lois? C'est d'instituer des frontières, des délimitations, des barrières entre tel ou tel point. Bon, je ne vais pas faire de l'étymologie, mais enfin, toute la latinité dans une formule du poète Horace, est modus in rebus, il y a une mesure dans les choses, et il dit, il y a certi fines, il y a certaines limites au-delà ou en deçà desquelles rien ne consiste. Les Romains, c'est consistant. Hein. C'est consistant à la fois militairement et juridiquement. Alors, autre point, quatrième point, si vous voulez, on a dit la frontière, c'est irrationnel. Ah bon? La frontière, c'est irrationnel? Non. La frontière, c'est le propre du vivant. Tout être vivant a un dedans et un dehors, c'est-à-dire que, avant d'être un être parlant, un être social, un être raisonnable, un être vivant, il a une peau. C'est ce qui le distingue de l'ordre minéral. Et vous connaissez le mot de Valéry, ce que nous avons de plus profond, c'est la peau. Oui, parce que la peau, ça permet un système d'échange entre un dedans et un dehors. Le propre d'un être vivant, quel qu'il soit, c'est d'avoir une écorce, qu'a des arbres, un cuticule, les insectes ont une kératine, bref, il y a du cutané. Il n'y a pas une pierre n'a pas de frontière. L'être vivant a par définition une coquille. Il est né, l'être vivant, dans une poche utérine, hein, dans une sorte de suspension hydrostatique très agréable à l'intérieur d'une poche vers laquelle nous avons tous l'ambition de revenir. Et en tout cas, nous avons tous l'ambition d'avoir une maison. L'être humain est maisonnable avant d'être raisonnable. D'accord? Et qu'est-ce qu'une maison? Il y a des cloisons, mais il y a des portes et des fenêtres. Bon. Donc, imaginez ce que serait qu'un monde où il n'y aurait ni dedans ni dehors, où il n'y aurait ni étranger ni familier. Hein? Bon, ce ne serait pas formidable. Et on peut même dire que... pourquoi la peau est ce que nous avons de plus profond? Parce que c'est au fond ce que nous avons de plus intérieur. C'est ce qui nous définit comme, disons, tout retentit sur la peau, n'est-ce pas? Le moindre mal, la moindre affection, de même que tout retentit sur une frontière. C'est pourquoi les frontières dans les pays, c'est ce qu'il y a de plus inflammable, et généralement de ce qu'il y a de plus nationaliste. On n'est plus patriote à Strasbourg qu'à Paris. Bon, c'est comme ça parce qu'on est au contact précisément d'un dehors, et donc cela fait lever, disons, comme un système immunitaire, si vous voulez. Bon, voilà. Donc, et oui, le vivant, c'est ainsi fait. Bon, il a cette opposition fondamentale entre un intérieur et un extérieur. Alors, j'ai aussi entendu dire par notre ami Bertrand, je regrette, je ne vais pas parler de lui parce que c'est un ami et nous aimons discuter, mais enfin, j'ai beaucoup entendu que la frontière, c'est obsolète. Alors là, je tombe des nues. Je tombe des nues. Parce que des frontières, j'en vois de plus en plus. Moi. Alors, ce n'est pas toujours entre des territoires, mais c'est plutôt entre des religions, des cultures, des ethnies. Enfin, c'est même ce qu'on appelle l'éclatement, l'archipélisation. Alors, comment expliquer ça?
Monsieur Servan a dit une chose très juste. C'est que la mondialisation techno-économique de la planète produit mécaniquement une balkanisation culturelle et politique. Autrement dit, il faut penser les deux ensemble. Il faut penser à la fois la mondialisation et la balkanisation, ceci parce que cela. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, ce qu'on appelle ainsi la globalisation, ça crée du standard, ça crée de l'uniforme. La technique, c'est par définition un objet standardisé. Un ordinateur fonctionne de la même façon en Chine comme à Paris. Oui, mais le chinois a une langue. Et nous, quand on arrive à Pékin, on sait manier les ordinateurs et prendre les escalators, mais on ne sait pas lire les affiches. Donc il y a une singularité culturelle. Le propre d'une culture, c'est d'avoir une singularité qui n'est pas interchangeable. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la mondialisation crée un vide d'appartenance, une sorte de béance spirituelle, identitaire, que l'on a besoin spontanément de colmater. Donc, il y a, si vous voulez, un effet de jogging, c'est ce que nous appelons en médiologie un effet de jogging, parce qu'il y avait un futurologue dans les années 30 qui disait qu'à force d'aller dans des petites voitures, les citadins auraient des membres inférieurs atrophiés, qui deviendraient des hommes troncs. Ben non, depuis qu'ils vont en voiture, ils font du jogging. C'est-à-dire que jamais les mollets n'ont été aussi musclés qu'aujourd'hui. Nous faisons de la gym. Bon, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute modernisation suscite une régression ou, si vous voulez, un ressourcement à des sources, je dirais, oubliées. C'est ce qui fait dire que on peut dire que la postmodernité sera archaïque. Elle l'est de plus en plus, comme vous le voyez, avec des formidables régressions à la fois chronologiques, idéologiques, et surtout les retrouvailles avec des racines plus ou moins fantasmées qui sont les grandes religions matricielles, pour ainsi dire. Donc, il faut vraiment être un économiste pour croire qu'on va unifier un continent avec une monnaie. Non, ce serait trop simple. Et donc, j'entendais hier, c'était une... Il y avait une phrase sur qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? C'est ce qui sépare un peuple qui a des droits imaginaires sur un autre qui a des droits non moins imaginaires. Oui, mais qu'est-ce que l'imaginaire ? C'est l'efficacité. Qu'est-ce que l'imaginaire ? C'est ce qui nous fait bouger. Quoi de plus imaginaire que la descente du Coran apportée par l'ange Gabriel ? Quoi de plus imaginaire que la figure de Moïse ? Quoi de plus imaginaire que toute religion, Bouddha a-t-il existé ? Souvenez-vous du mot de Valérie, que deviendrions-nous sans ce qui n'existe pas ? L'homme est mu par l'imaginaire, enfin. L'imaginaire est moteur de toutes nos actions. L'imaginaire, c'est-à-dire ce qui n'est pas tangible, visible immédiatement, mais ce qui nous hante et ce qui nous guide. Ou alors on ne comprendrait rien au monde d'aujourd'hui. Après tout, le patriotisme aussi, c'est de l'imaginaire, la mythification de la patrie, la glorification, l'héroïsation des origines. Enfin, l'homme est mu par l'imaginaire. Et donc, je dirais qu'on ne peut pas disqualifier quelque chose en le traitant d'imaginaire. Donc, cela veut dire, au fond, qu'il faut faire corps. Je dirais qu'il n'y a pas de société durable, plus ou moins stable, c'est-à-dire capable de traverser le temps, si elle ne fait pas corps, c'est-à-dire si elle ne transforme pas un tas en un tout. Qu'est-ce que c'est le politique ? C'est de transformer un tas en tout. Bon. C'est-à-dire de faire d'une multitude de gens, de régions, de confessions, de faire de cette multitude une unité. C'est d'ailleurs inscrit sur le dollar, ex pluribus unum, qui, je dirais, la synthèse exactement de ce que c'est que la politique ou pas, n'est-ce pas ? Enfin, le politique plutôt. Ex pluribus unum, c'est-à-dire à partir d'une pluralité, faire de l'unité, ce que les États unis ont fait.
Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que in God we trust. D'accord? Au départ, il y a un imaginaire, et il est directif, hein, messianique, millénariste, tout ce que vous voulez. Annuit septis, la Providence encourage nos débuts, c'est aussi inscrit sur le dollar. De toute façon, sur le dollar, vous avez tout. Hein. Bon, on peut dire... non, parce que c'est intéressant, parce que si vous comparez un dollar avec un euro, vous voyez que nous n'avons rien. C'est-à-dire que nous n'avons ni personnage, ni lieu, ni devise. Nous avons un monde virtuel, avec des ponts dont les piliers ne reposent nulle part. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas un corps. Parce qu'elle n'est pas un corps, elle est un ectoplasme. Parce qu'elle n'a pas de frontières. Le jour où elle se donnera des frontières, elle se donnera ipso facto une transcendance. Ça, c'est la chose la plus étonnante. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour, mais pour le moment, on peut dire que le problème européen, c'est que l'Europe a délégitimé les frontières intérieures sans se donner une frontière extérieure, clairement. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne détruit que ce qu'on remplace, quoi, si vous voulez. Alors, si vous détruisez des frontières intérieures ou si vous les atténuez, il vous faut en donner une autre. On a parlé hier de la rupture entre la destruction du mur de Berlin. Oui, ça a réuni l'Est et l'Ouest, mais en même temps, il y a eu un mur nord-sud. Hein. Promenez-vous du côté de Ceuta ou de Melilla, sud de l'Espagne, et voyez ce que c'est que la Méditerranée. Aujourd'hui, il y a un mur entre le nord et le sud. Il y avait avant un mur entre l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire vous détruisez une frontière, vous en fabriquez spontanément et même inconsciemment une autre automatiquement. Parce qu'il faut bien consister, c'est-à-dire il faut bien qu'un nous s'oppose à un eux. Qui se pose s'oppose. Et donc il faut bien avoir un autre. Alors, un adversaire. Il faut essayer de ne pas en faire un ennemi. Mais enfin bon, s'il n'y a pas de barbares, il n'y a pas de grecs. Hein. Bon, c'est cette opposition constitutive. Donc il faut ce qu'on appelle un imaginaire commun pour créer un ensemble, une identité narrative, comme dit Ricoeur, car c'est vrai, si on ne s'oppose pas, on ne se pose pas. Bon, pour se poser, il faut s'opposer à quelque chose, c'est-à-dire exister, quoi. Ce qu'il y a de pire pour un individu comme pour une communauté, c'est de ne pas avoir d'ennemis, tout de même, hein, parce que si vous n'avez pas d'ennemis, ben vous dormez, vous pensez que tout va bien. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, si vous voulez, mon dernier éloge, enfin, le dernier angle possible pour, je dirais, sans porter encore une fois de jugement de valeur. Hein. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. J'essaye de décrire ce qui se passe. Bon. Et il m'est apparu qu'il n'y a pas de société, de communauté, d'un ensemble humain s'il n'y a pas un point de sacralité. Qu'est-ce que le sacré? Le sacré, c'est ce qui rassemble. Et par là même, c'est ce qui délimite. Quand vous avez un endroit sacré quelque part, vous avez toujours un grillage, une barrière, un emmarchement. Il n'y a jamais de sacré de plein pied. Il n'y a jamais de sacré sans frontières. C'est-à-dire que le lieu où on se rassemble est un lieu qui nous dépasse. Si vous voulez, il y a une sorte de dialectique entre, je dirais, la clôture et l'ouverture à la verticale. C'est pourquoi, dans les monastères, on pense à Dieu particulièrement parce qu'on est enfermé. Hein. Quand vous êtes enfermé, vous n'avez plus qu'une issue, c'est de regarder vers le ciel. Bon. Et ça vaut aussi pour toute sacralité séculière ou laïque. Je dirais même que c'est un test pour savoir si un lieu est sacré. Il faut savoir s'il est accessible ou pas. S'il est accessible à tout le monde, il n'est pas sacré. S'il n'y a pas un rituel, un accès contrôlé, s'il n'y a pas une initiation, bref, on ne rentre pas dans le temple comme ça. Voilà. Bon, voilà. Donc,
une société serait sans frontières, soit une société sans sacralité ou sans transcendance. Et ça ne tient pas. Ça ne consiste pas. Voilà. Alors, cette transcendance, ça peut être un récit mythique des origines, ça peut être une majuscule, comme la société sans classe, la justice avec un grand J qui nous attend au fond à la fin du chemin de nos peines. Mais donc, il y a, si vous voulez, un lien entre la limite et, je dirais, la transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse et qui nous unit parce qu'elle nous dépasse. Bon. Et c'est pourquoi il y a je ne sais pas si vous avez lu Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, mais c'est la description d'une ville imaginaire qui s'appelle Orsena. Et Orsena, c'est le déclin d'Orsena. Orsena a un ennemi, c'est le Farguestan. Et si Orsena n'a pas d'ennemi en face, Orsena se dilue. À un moment donné, c'est la décadence. Et voilà ce que Gracq écrit de cette seigneurie qui est en train de s'éteindre. Un État ne meurt pas, ce n'est qu'une forme qui se défait. Et il vient un moment où ce qui a été lié aspire à se délier. Et la forme trop précise à rentrer dans l'indistinction. L'indistinction. Et bien l'indistinction, c'est la mort. Voilà. Quand il n'y a plus un dedans qui s'oppose à un dehors, quand ça gondole tout autour, quand ça tend à se fondre, etc., il n'y a plus de limesse, et ben les barbares sont là, ou encore il y a comment dirais-je, une sorte de confusion qui s'installe. Donc moi je dirais pour finir que notre drame, c'est que nous n'avons plus de frontières. Alors, je force le trait, hein, parce qu'il faut tordre le bâton dans l'autre sens pour le remettre droit, comme disait Lénine, si je puis me permettre. Alors c'est vrai que on peut penser que nous souffrons d'une sorte d'évanescence des limites, des seuils, et je dirais des rituels de passage. Et c'est vrai que l'indistinction, permettez-moi de vous dire que ça se confond de plus en plus entre les sexes d'abord, l'unisexe, n'est-ce pas, le trans, etc. Ça se confond de plus en plus entre générations. Avant, il y avait un service militaire pour montrer le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il y avait certains... Chez les Grecs, il y avait l'éphébie, c'était une cérémonie où on donnait au jeune homme une robe, un insigne qui lui permettait ensuite de devenir un citoyen. C'est assez flou entre le bien et le mal, vous êtes d'accord? Puisqu'il n'y a plus je dirais, de structure religieuse. C'est assez flou entre le public et le privé, hein, dans l'économie. Hein. Domaine public, domaine privé, tout ça tente un peu... à se confondre. C'est assez flou entre les villes et leurs banlieues ou leurs faubourgs. Il n'y a plus d'entrée de ville. Il y avait un moment où, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une entrée de ville? Ça n'existe plus. On ne sait plus où l'on est parce qu'il n'y a plus de marque distinctive. Alors, entre l'art et le non-art, non plus, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, hein? Vous m'avouerez que c'est assez difficile aujourd'hui. Mais je dirais également entre le français et l'anglais, hein, on parle une langue qui n'est plus ni l'une ni l'autre, ça s'appelle l'anglobal. Bon, voilà. Je dirais également entre la gauche et la droite. Vous êtes d'accord que ça flotte un peu, hein. Bon, c'est assez gondolé, quoi, sur les pourtours, n'est-ce pas? Bon, donc. Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer des rituels de passage? Par exemple, pour la naturalisation. Moi, je suis frappé aux États-Unis. La naturalisation, c'est une cérémonie. En France, c'est un bout de papier qu'on vous demande de signer. Ben non. Je dirais que
pourquoi pas des entrées de collège, pourquoi pas des baptêmes républicains. Enfin bref, si vous voulez, des rituels qui sont des marqueurs visibles, tangibles d'un changement d'état, c'est-à-dire d'une organisation, quoi, qui solennise un peu certains passages qui sont aujourd'hui un peu flous ou indéterminés. Alors je pense effectivement que, comme disait Sartre, la cérémonie, moi je suis pour les cérémonies, la cérémonie c'est ce qui empêche les hommes de s'entretuer. Bon. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, il y a des préséances, il y a des protocoles, il y a des rituels, ils sont forcés de s'écouter, vous m'écoutez, je vous regarde, c'est une cérémonie, sinon vous me tomberiez dessus, guerre de tous contre tous, c'est moi le plus fort, donc j'ai le droit de parler, non, vous êtes là, vous n'avez pas le droit à la parole, c'est une cérémonie, mais vous aurez bientôt le droit à la parole. Après. Autrement dit, moi je crois que l'indistinction, c'est la désintégration. Voilà. Et je dirais, alors en ce cas, comme Valérie, que deux choses menacent le monde, l'ordre et le désordre, et deux choses menacent le monde, c'est la frontière et l'absence de frontières. Trop de frontières, c'est le renfermement, pas assez de frontières, c'est la dilution. Donc il y a une éthique de la frontière, il y a un dosage, il y a une pharmacie de la frontière qui est précisément le problème aujourd'hui. C'est comment traite-t-on cet invariant de la frontière, et je pense à un mot de mon ami, de feu mon ami Aimé Césaire, qui disait « Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. » C'est-à-dire que ou vous vous crispez, repli sur soi, fermez portes et fenêtres, là, vous dépérissez. Mais vous ouvrez complètement, vous dépérissez aussi. Donc il y a comme une dialectique entre les deux que Claude Lévi-Strauss avait magnifiquement souligné, analysé, quand il disait que l'exclusive fatalité qui porte sur une communauté, c'est de rester seul, c'est-à-dire d'avoir pas d'autre, c'est-à-dire d'être un peu partout chez elle, quand il disait que les grandes périodes créatrices dans l'histoire sont des périodes où il y a des partenaires qui se stimulent, mais il y a aussi des obstacles indispensables entre les individus et les communautés, ce qui faisait dire à Lévi-Strauss que nous avons le devoir d'être sourds à certains moments, c'est-à-dire de ne pas entendre les autres. C'est très bizarre, mais il disait que pour bien communiquer, faut d'abord rester soi-même. Sinon, il y a des échanges trop faciles qui s'égalisent et qui finissent par se confondre dans une diversité amorphe. C'est ce qu'ils appelaient l'anthropisation, aux deux sens du mot. Entropie, c'est-à-dire désorganisation, processus physique, et peut-être anthropologisation, c'est-à-dire une humanité qui ne se pense plus comme différente des autres espèces vivantes. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de dire à Bertrand Badi, mais nous allons sans doute faire un petit dialogue ensemble qu'on n'a pas eu la possibilité de faire ici. Et comme j'ai senti qu'il y avait une atmosphère d'un peu de dénigrement, d'embarras, qu'est-ce que c'est que la frontière? C'est pas bien, il faut être sans frontiériste, n'est-ce pas? Un jour, nous aurons les douaniers sans frontières, par exemple. Oui, on a déjà les médecins sans frontières. Qu'est-ce qui n'est pas sans frontières aujourd'hui? Moi, je dis à des amis douaniers, faites douaniers sans frontières, vous aurez des subventions. Bon. Donc, voilà, il me semble qu'au fond, je le répète, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Moi, j'ai une peau... si je n'en avais pas, je ne serais pas là. Alors la peau, c'est très irritable, puis c'est très agréable aussi. Bref, je ne porte pas de jugement de valeur. J'essaye de comprendre la fonction sociale, psychologique et même métaphysique de la frontière. Ça existe. Alors,
Ça ne veut pas dire qu'il faut en tracer partout, n'importe comment, etc. Ça veut simplement dire qu'il faut essayer de tempérer, de raisonner, de faire avec. En tout cas, je suis ni pour ni contre, mais là, j'ai voulu être pour parce qu'il me semblait qu'il y avait trop de contre. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci infiniment, Régis Debray. La transition, vous êtes extraordinairement favorable et nous n'allons pas transgresser cette tradition. Vous ne serez pas assaillis de questions, pas non plus de réponses, encore moins d'insultes, car après un grand témoin, seul le silence règne, pour quelques secondes seulement. Mais vous savez ce qu'on disait d'une œuvre de Mozart, hein. Après Mozart, mais voilà. Après une œuvre de Mozart, c'est encore du Mozart. Le silence qui règne est encore du Mozart. Là, vous en faites trop, mon cher. Oui, j'en fais beaucoup trop parce qu'en réalité, le silence ne va pas du tout régner. Alors, vous pouvez bien évidemment rester sur ce piédestal. Non, mais je t'en prie, n'hésitez pas à rester parmi les intervenants que je demande immédiatement à qui je demande de me rejoindre. Merci beaucoup, merci infiniment. L'autre tradition, c'est que le grand témoin peut intervenir n'importe quand. Voilà. Pour cette première table ronde donc, de la matinée, et ainsi nous ne prendrons pas de retard, sous l'hommage qui nous a été fait hier d'un très grand connaisseur des colloques et un panéliste vertueux, à savoir Bruno Tertrais, qui nous félicitait de ne pas avoir de retard dans ces rencontres géopolitiques, et c'est très bien. Gaït Minassian, Samy Cohen, Amit Bozarrslan, quelle frontière pour l'Orient compliqué? L'Orient compliqué étant une sentence, enfin une part de sentence de De Gaulle qui, dans ses mémoires, disait vers l'Orient compliqué, j'allais avec des idées simples, et qu'on a un petit peu galvaudé, comme beaucoup d'ailleurs de sentences du général De Gaulle.